Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, Nathalie Béthiot. Maître de conférences de droit public, Institut national universitaire Champollion, Albi, Institut Maurice Horiot UT1 Capitole, EA 4657, GRALEGIS CNRS. La protection juridique ne suffit plus si le financement, lui, ne suit pas. Aussi, dans un contexte de crise des finances publiques, le soutien financier à la conservation du patrimoine culturel pose clairement question. Les choix politiques font plutôt prévaloir sur le financement de la culture celui des besoins immédiats, de première nécessité, tels l'emploi, la sûreté ou encore la lutte contre la pauvreté. Ne constituant pas une priorité, la sauvegarde du patrimoine culturel, qu'il soit public ou privé, s'en trouve alors fragilisée puisque les personnes privées qui, en France, en sont majoritairement propriétaires, n'ont pas forcément non plus les moyens de l'entretenir. Le retrait des financements publics de la culture s'accompagne toutefois de l'instauration de divers dispositifs contractuels et institutionnels visant à mobiliser les financements privés. Ceux-ci sont également encouragés par certains régimes fiscaux incitatifs, ou encore par la mise en avant du caractère économiquement attractif de l'opération. L'acception, la nature et les implications du financement du patrimoine culturel français ont en effet considérablement évolué ces dernières années. Ce mouvement n'est pas indépendant de la mutation de la perception symbolique du patrimoine culturel, affirmée à partir de la fin du XXe siècle, petite révolution aujourd'hui acceptée et assumée. Le patrimoine culturel ne vaut effectivement plus seulement en soi, il ne se limite plus à ce que certains ont pu qualifier sa valeur d'existence. Contribuant au rayonnement international et à l'attractivité de notre pays, le patrimoine culturel français est vecteur à la fois de développement économique, social, territorial et environnemental. Il est désormais clairement perçu comme une ressource commune à faire fructifier, un ensemble de biens valorisables et rentables économiquement. Cette valorisation économique de la valeur culturelle n'est pas étrangère à l'appropriation, par ailleurs publique ou privée, du patrimoine culturel. Il s'ensuit que les motifs politiques de sa préservation se fondent désormais au-delà de l'intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, des biens mobiliers ou immobiliers qu'il regroupe. Sa conservation n'a plus seulement pour objectif le maintien sur le long terme de son existence et de son intégrité matérielle. Elle vise également l'exploitation économique de ce patrimoine, particulièrement à travers les activités liées au tourisme. Le statique, elle devient dynamique. Les dépenses qu'elle implique n'apparaissent plus seulement comme des charges. Elles sont désormais un réel investissement productif. Les retombées économiques du soutien financier de la préservation du patrimoine culturel rendent l'opération plus attrayante pour les investisseurs privés. Se pose alors la question de la signification, des modalités de ce financement privé et de leurs implications en termes de conservation et perspectives d'exploitation. Ce modèle permet-il de garantir des ressources dans la durée ? Ne risque-t-on pas à terme de perdre la motivation première de la conservation du patrimoine culturel ? Au-delà de la mise en lumière des modalités du financement privé du patrimoine culturel, c'est à ces interrogations que notre étude tente de répondre. Difficultés et dépassements du financement public du patrimoine culturel, Jean-François Calmette. MCFHDR à l'Université de Perpignan, chercheur au Centre de droit économique et du développement, CDED. La définition du patrimoine culturel est extrêmement large. Cependant, celui-ci peut être considéré comme l'ensemble des biens présentant un intérêt culturel et faisant l'objet d'une reconnaissance sociale aux fins de transmission. Au niveau budgétaire, la loi de finances pour 2017, comme chaque année, présente une mission culture. Celle-ci est divisée en 3 programmes, patrimoine, création et transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Pour 2017, 31% du budget de la mission culture est consacré au patrimoine. Le programme patrimoine renvoie à 9 actions et c'est avant tout la première d'entre elles qui nous intéresse, l'action patrimoine monumental. Le patrimoine monumental étatique est beaucoup moins important que celui des communes. Pour 2017,
Les crédits alloués à l'entretien et à la restauration des monuments historiques sont de 26,39 millions d'euros pour les monuments qui appartiennent à l'État. Les crédits de restauration hors grands projets, Château de Versailles, Chambord, s'élèvent à 72,86 millions d'euros pour ce type de monument. Outre les instruments budgétaires classiques du financement du patrimoine, fonds de concours, recettes affectées, il y a également les dépenses fiscales et les effets d'incitation liés à l'interventionnisme fiscal, dont la plus connue est le dispositif classique dit Malraux. La loi numéro 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, LCAP, fusionne les trois types d'espaces protégés en une seule catégorie dénommée sites patrimoniaux remarquables, SPR. Le champ d'application du dispositif Malraux tiendra désormais compte de la création de ces SPR. Enfin, en plus des aides fiscales, les subventions jouent un rôle majeur pour la restauration et l'entretien des monuments historiques. En moyenne, le taux de subvention est de 40% sur les immeubles classés, 15% pour les immeubles inscrits. Classiquement, la théorie économique justifie l'interventionnisme public lorsqu'il y a des imperfections de marché. Chaque fois que des circonstances réduisent ou limitent la concurrence, il y a des défaillances du marché. Celui-ci fonctionne alors mal et l'intervention de l'État est nécessaire. Habituellement, les biens ou services valorisés selon les règles du marché sont soumis à deux principes fondamentaux. Le principe de rivalité, qui signifie que deux agents ne peuvent simultanément bénéficier de l'usage d'un même bien, et le principe d'exclusion par le prix, qui exprime qu'un agent ne pourra disposer d'un bien que s'il en paie le prix. Pour les économistes, les biens qui vérifient ces deux propriétés sont des biens privés. Au contraire, ceux qui ne vérifient pas ces deux principes sont qualifiés de biens publics. La non-rivalité permet l'usage simultané du bien par un, plus ou moins, grand nombre d'individus. Les biens publics qui en outre satisfont les deux conditions d'impossibilité d'exclusion et d'absence d'effet d'encombrement, sont des biens publics purs. La condition d'un accès égalitaire à ces biens pourra justifier un financement public à travers notamment l'impôt. S'agissant du patrimoine culturel monumental historique, les caractéristiques des biens publics purs sont inégalement vérifiées, même si elles induisent des défaillances du marché. En effet, le premier caractère de la non-exclusion de l'accès aux biens n'est pas toujours vérifié. Même si les économistes néoclassiques considèrent les activités culturelles comme des biens collectifs parce qu'il est souhaitable qu'un grand nombre d'individus y aient accès au nom de l'intérêt général, l'accès gratuit au patrimoine historique concerne avant tout les façades d'un édifice classé, mais pas ses intérieurs. Il est possible de fermer un lieu patrimonial à celui qui ne souhaite pas s'acquitter d'un tarif d'entrée. On peut citer l'exemple très récent de l'entrée du Panthéon à Rome, qui pourrait devenir payante afin de financer l'entretien du monument. La valeur d'usage de l'accès aux biens du patrimoine ne sera donc pas forcément égalitaire, mais elle s'inscrit clairement dans une politique publique de redistribution notamment à travers l'impôt qui pourra financer certains cas de gratuité. La non-rivalité, caractéristique d'un bien public, est par contre assez largement vérifiée lorsque les actions des agents, consommateurs ou producteurs, ont des effets, positifs ou négatifs, sur le bien-être d'autres agents et que ces effets ne sont pas pris en compte par le marché. Or l'existence du patrimoine culturel monumental historique entraîne des externalités incontestables. Tout d'abord, outre sa valeur d'usage, le patrimoine historique a également une valeur d'existence qui reflète la satisfaction de savoir qu'existe dans son pays un grand monument, même si on ne le visite jamais. Cette valeur symbolique renvoie plutôt à des velléités de protection. Dans un sondage récent effectué par OpinionWay sur les Français et le patrimoine de proximité, 91% des Français sondés estiment que l'intervention de l'État est prioritaire et importante. Parallèlement, l'étude relève que 67% des Français jugent qu'il est plutôt urgent de s'occuper de la protection, de l'entretien ou de la restauration du patrimoine. Il est nécessaire de rappeler que la perception symbolique du patrimoine culturel monumental se traduit en termes comptables par une évaluation à l'euro symbolique de ces monuments. Le caractère symbolique de la valeur d'un bien historique et culturel se traduit par l'exclusion d'une comptabilisation à la valeur de marché. Les monuments historiques classés ou inscrits articles L621-1 et L621-25 du Code du patrimoine
s'inscrivent dans cette catégorie. Ensuite, bien que le patrimoine puisse être considéré comme un bien public, du fait de la satisfaction que peuvent en tirer les citoyens, il peut provoquer d'autres formes d'externalités positives à l'égard du secteur marchand comme pour l'économie touristique du pays. Le patrimoine immobilier de l'État peut aussi constituer une ressource économique essentielle, du fait de sa vocation touristique. Or, en matière d'entretien, nombreux sont ceux qui bénéficient du patrimoine, en particulier bâti, sans toujours en payer le juste prix. De plus, l'activité touristique pourra entraîner des effets négatifs sur la préservation du patrimoine avec le phénomène de congestion et de détérioration des monuments liés au tourisme de masse. Ceci peut remettre en cause le financement exclusivement public du patrimoine monumental en termes de protection. Selon le rapport rédigé par le sénateur Albéric de Montgolfier, 1 euro injecté dans le patrimoine, qu'il soit d'origine publique ou privée, génère des retombées sur l'activité économique de l'ordre de 10 euros. Il serait donc nécessaire d'intégrer de telles externalités dans la gestion de ces biens. Tout financement du patrimoine a sa simple valeur économique d'usage, qui n'internaliserait donc pas les externalités, conduirait à un financement insuffisant, car sous-optimal, et le patrimoine ne serait pas entretenu comme il devrait l'être. Avec la crise budgétaire, on a l'impression que notre pays se situe à la croisée des chemins en matière de financement de son patrimoine culturel. En effet, depuis une dizaine d'années, l'argent privé occupe une place de plus en plus importante. Dans sa thèse, Carl-Henri Voisard estime cependant que notre état culturel est maintenu même s'il connaît des transformations. L'appel croissant au financement privé s'inscrit selon nous dans ce même processus. L'État a d'ailleurs bien pris conscience de ses propres limites financières et de la nécessité d'un financement privé, si l'on se réfère à l'indicateur numéro 3 du programme Patrimoine, dans le cadre du projet de loi de finances de 2017 qui consiste à élargir les sources d'enrichissement des patrimoines publics. L'État encourage les plans de financement impliquant les propriétaires et les collectivités locales partenaires, mais aussi l'intervention de mécènes. Limite du financement public du patrimoine monumental. Les déficits budgétaires récurrents de l'État français empêchent l'accroissement ou même le maintien des crédits pour le patrimoine. Depuis longtemps, les pouvoirs publics utilisent également l'outil fiscal afin de protéger le patrimoine. Il faut cependant veiller à ce que ce biais de la défiscalisation ne soit pas synonyme d'argent public perdu. D'où la nécessité impérieuse d'évaluer l'efficacité économique du manque à gagner au niveau fiscal. À la crise budgétaire. Comme l'expliquait le rapport parlementaire Kert de 2006 sur la conservation et l'entretien du patrimoine monumental, l'origine de la crise budgétaire actuelle remonte à l'année 2000. En effet, suite à la tempête de la fin 1999, des crédits très importants avaient été débloqués début 2000 pour remettre en état un certain nombre de monuments historiques affectés par cette catastrophe, entraînant une hausse conséquente des autorisations d'engagement. Le même rapport estimait que la fourchette satisfaisante du montant global des crédits d'État pour le patrimoine monumental se situait entre 350 à 400 millions d'euros. Par rapport à 2016, pour le budget 2017, les crédits progressent de 11,32 millions d'euros en actes d'engagement, soit 352,72 millions d'euros, mais ils perdent 1,5 million d'euros en crédits de paiement, CP. Pour 2017, par rapport aux années précédentes, les crédits d'entretien et de restauration des monuments historiques augmentent de 7% en AE ainsi que de 3% en crédits de paiement alors qu'ils étaient restés stables de 2013 à 2016. Les sénateurs Narbar et Luche, dans leur avis sur le projet de loi de finances pour 2017, constatent que le niveau de 2017 atteint celui de 2012, mais rappellent que le seuil des 400 millions d'euros est encore loin d'être atteint. Dans une lettre ouverte aux Français et à leurs élus sur le patrimoine, 11 institutions majeures œuvrant en faveur du patrimoine estiment qu'il importe que les crédits de l'État en faveur du patrimoine protégé soient rétablis et stabilisés à hauteur de ce même niveau. Le maire de Versailles estime lui qu'il faudrait 400 millions par an, mais juste pour entretenir les monuments. Le problème du financement du patrimoine monumental de l'État est donc toujours d'actualité et la réduction de son périmètre est un levier potentiel qui peut être utilisé par le pouvoir politique. Toutefois,
La question de la vente des biens du patrimoine monumental est une question délicate, car la charge symbolique des cessions domaniales offre une place de premier plan aux sensibilités personnelles. Mais lorsque le niveau d'endettement est devenu trop important, le recours à la cession de ce patrimoine immobilier est parfois utilisé. Ainsi, en 2015, la France a vendu au Qatar le palais Clam-Gallas en Autriche pour une somme estimée à 30 millions d'euros. L'ambassadeur de France en Autriche avait souligné que le coût d'entretien et de fonctionnement de ce vaste palais constituait désormais une charge fixe trop lourde pour la France. Un tel lieu prestigieux représentait pourtant une valeur symbolique de puissance à l'étranger. En 2012, une chambre du commerce italienne a même évalué le prix de la Tour Eiffel à 434 milliards d'euros. De manière un peu provocatrice, un ancien dirigeant syndical proposait également la vente du château de Versailles pour combler le déficit de la sécurité sociale. La valeur symbolique de ces monuments empêche évidemment de telles ventes. De plus, la situation budgétaire française est moins alarmante que pour d'autres pays comme par exemple en Grèce. Dans son processus de vente des actifs publics, l'État grec a par exemple récemment eu pour projet de vendre les quartiers de Plaka et Anafiotika situés autour d'un bien ô combien symbolique, l'Acropole. B. Les difficultés de l'évaluation de l'efficacité des dépenses fiscales. Le budget de l'État prévoit également des dépenses fiscales. Celles-ci sont des dispositions fiscales dérogatoires qui par atténuation, dégrèvement, abattement, exemption, report d'impôts, se traduisent par une diminution de la charge fiscale afin de satisfaire un objectif économique ou social. L'État admet par conséquent une perte volontaire de recettes fiscales en tant que levier incitatif. Faisant intervenir des deniers privés, les dépenses fiscales ont néanmoins une répercussion sur le budget de l'État et se définissent par rapport à la perte de deniers publics qu'elles entraînent. Ces dépenses se retrouvent habituellement dans le tome 2 de l'annexe au projet de loi de finances, évaluation des voies et moyens, et sont présentées selon une ventilation par mission et programme, et une ventilation par imputation. Il existe 14 dépenses fiscales dans les crédits du programme Patrimoine pour 2017. Elles représentent une source de financement non négligeable. Une des grandes catégories de niches fiscales qui intéressent directement le patrimoine monumental, SLS, qui vise à aider les propriétaires privés à entretenir et restaurer les monuments historiques et le patrimoine architectural. Le gouvernement a renouvelé sa confiance vis-à-vis du dispositif central, nouveau Malraux, qui donne un avantage fiscal très important. Le gouvernement a essayé de le rendre plus attractif, car conformément à l'article 40 de la loi de finances rectificative votée le 22 décembre 2016, l'appréciation du plafond de dépenses est désormais prévue à 400 000 € et non plus à 100 000 € et ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur une période pluriannuelle, 4 ans, et non plus annuelle. La loi a aussi pour objectif d'éviter la déperdition fiscale, le solde de réduction d'impôt non utilisable dans l'année devenant reportable sur l'impôt des 3 années suivantes. Les débats parlementaires liés à l'adoption du projet de loi précité LCAP avaient souligné l'insuffisance de l'ancien dispositif Malraux en termes d'intelligibilité et avaient rappelé que le nombre de secteurs protégés répondant à ce régime était insuffisant. Un député soulignait par exemple les insuffisances de l'application de l'ancien dispositif, Malraux, à partir de la liste d'espaces protégés pour l'entretien de certains châteaux installés dans des zones périphériques. L'amélioration des textes fiscaux ne doit cependant pas concerner que les dispositifs de protection. Elle devrait aussi mieux prendre en compte la valorisation économique et territoriale des bâtiments. De plus, l'évaluation ne concerne pas que les objectifs de politique publique, elle doit mesurer aussi l'efficacité économique de ces dépenses fiscales. En 2014, la Cour des comptes soulignait le manque d'échanges et d'informations entre le ministre du Budget et celui de la Culture, lesquels se renvoyaient mutuellement la responsabilité du suivi des dépenses fiscales. Pour le projet de loi de finances pour 2017, le rapporteur spécial, monsieur le député Jean-Pierre Gorge, a estimé une nouvelle fois encore indispensable que le ministère de la Culture et le ministre des Finances travaillent conjointement pour aboutir à un chiffrage plus fiable des dépenses fiscales et une véritable évaluation de leur efficacité. On peut estimer que ces insuffisances constituent une autre limite au financement public.
Elle est d'autant plus regrettable en ces temps de rareté des deniers publics. 2. Dépassement. Face à son impécuniosité, l'État fait de plus en plus appel au mécénat privé sous diverses formes quand, dans le même temps, apparaissent de nouveaux moyens de financement plus spontanés tels que le crowdfunding. Les évolutions du mécénat en question. En 2016, un homme d'affaires américain a donné 3,5 millions d'euros pour rénover les jardins à la française du château de Chambord. Déjà, en 2007, le groupe Vinci avait proposé 12 millions d'euros pour restaurer la Galerie des Glaces à Versailles. Soulignons qu'au début des années 2000, Total souhaitait financer la rénovation de la salle de la Joconde pour lui donner son nom. Cela démontre toute l'actualité de l'intérêt du mécénat privé en matière de patrimoine culturel, intérêt qui se repaie immédiatement en termes d'image médiatique. Toutefois, dans ce dernier exemple, c'est bien le pouvoir politique, ministère de la Culture, qui a refusé cette proposition du fait de la valeur hautement symbolique de l'œuvre. Même si la France depuis plus de 10 ans a fait des progrès dans ce domaine suite à la loi Aillagon de 2003 que la gauche a maintenue, le mécénat d'entreprise a connu néanmoins un essoufflement ces derniers temps. Ainsi, les dons affectés aux actions culturelles et à la sauvegarde du patrimoine sont passés de 975 millions d'euros en 2008 à 934 millions d'euros en 2014. La crise économique impacte aussi le mécénat. Pour les particuliers, il faudra enfin se demander quelle sera la conséquence de l'éventuelle suppression de l'impôt sur la fortune sur le comportement des mécènes, en fonction du résultat des prochaines élections présidentielles. Le crowdsourcing et le crowdfunding renouvellent d'une certaine manière le mécénat à travers un mode de coopération participatif. Dans certains cas, le donataire ne recevra rien en échange de son don, si ce n'est une contrepartie symbolique. Au contraire, certains dons collectés par l'intermédiaire de My Major Company pourront entraîner un avantage fiscal. Cela a par exemple été le cas du projet de restauration du dôme du Panthéon, qui en complément de l'intervention de l'État a obtenu 68 565 € grâce à 1183 mécènes. On peut citer aussi l'exemple du château de Lassay qui a multiplié les campagnes de crowdfunding, et dont la première a rapporté 34 056 € auprès de 215 contributeurs. Ces types de financements permettent à des particuliers ou à des organisations de prendre part en ligne à des investissements. Le législateur a formalisé le cadre juridique de ce nouveau type de financement. Des auteurs estiment cependant que le crowdfunding ne peut être considéré que comme un financement complémentaire à celui du financement de l'État. S'il venait à assumer une part plus grande des investissements opérés dans ce domaine, le risque serait de voir s'installer un paysage patrimonial contrasté avec, d'un côté, les monuments et sites jouissant d'une notoriété suffisante, de l'autre, un patrimoine moins connu et abandonné par les financeurs privés. Ces nouvelles participations sont de plus fondées sur l'émotion et ne correspondent pas à l'intérêt général. Elles ne peuvent donc pas suppléer de véritables politiques publiques en la matière. Les autres pistes non encore utilisées. Le rapport du Conseil d'analyse économique de 2011 préconisait une vision résolument économique du patrimoine culturel. Les auteurs ont fait des propositions pour en améliorer le financement et la valorisation. Ils proposaient notamment une augmentation de la taxe de séjour hôtelière en zone touristique de 1 à 6%. Une autre proposition ne visait uniquement que les hôtels de luxe. Des instruments plus originaux n'ont toujours pas été utilisés. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'idée d'un tirage exceptionnel du loto réalisé à l'occasion des Journées du patrimoine n'a toujours pas vu le jour en France contrairement à d'autres pays. Australie, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne. Ce pays fait office de précurseur puisque depuis 1994, sur chaque livre dépensé pour des tickets de loterie, 28 pences vont à des bonnes causes, sur lesquelles 20% sont attribués au patrimoine par l'intermédiaire de l'Heritage Lottery Fund. Pourtant en France, dès 2006, un rapport d'information d'un sénateur avait préconisé une telle solution sans succès. La proposition a été réitérée en 2010 dans le rapport précité de 2010 du sénateur Albéric de Montgolfier, proposition numéro 35 et numéro 37. Enfin,
Un rapport du gouvernement portant sur l'affectation au Centre des monuments nationaux des bénéfices du tirage du loto réalisé à l'occasion des Journées européennes a été remis au président du Sénat le 3 novembre 2015. Il y a donc des motifs d'espérer, car des réformes qui a priori semblent faciles à mettre en place, même si elles sont préconisées depuis longtemps, pourraient améliorer la situation préoccupante des modes de financement de la protection du patrimoine monumental étatique. Le financement privé, du patrimoine culturel privé, Nathalie Bettiot. Maître de conférences de droit public, Institut national universitaire Champollion, Albi, Institut Maurice Horiot UT1 Capitole, EA 4657, GRALEGIS CNRS. Richesse de la France et creuset de l'identité républicaine, le patrimoine culturel contribue, à l'instar de la culture, au projet de la République en rendant les Français plus libres, plus égaux, plus fraternels. Il est aussi, pour la France, un puissant vecteur de rayonnement de ses valeurs, de développement économique et d'attractivité des territoires. Sa sacralisation, d'autant plus forte dans notre pays en raison de sa richesse qualitative et quantitative, ne doit cependant pas occulter la réalité selon laquelle ses composantes matérielles sont, au moins pour moitié, des propriétés privées. Aussi, le développement contemporain du recours au financement privé pour l'entretien du patrimoine culturel imposait une mise en perspective avec son appropriation privée. La portée emblématique de ce patrimoine semble en effet, a priori, symboliquement antinomique avec l'individualité qu'implique la propriété, d'autant plus lorsqu'elle est de nature privée. Le patrimoine culturel rassemble des richesses à protéger pour la collectivité et paraît s'opposer à l'exploitation patrimoniale de leurs propriétaires. Ce patrimoine culturel est pétri de valeurs et revendications opposées, ce que traduit bien l'acception fiscale de l'objet d'art. D'ailleurs, au début du XIXe siècle, au moment de l'insurrection républicaine à Paris en juin 1832, Victor Hugo opposait déjà au droit d'usage du propriétaire sur les édifices, le droit du peuple sur leur beauté. Cette dichotomie n'empêche pas que, sauf application d'un régime protecteur au titre du Code du patrimoine ou du Code de l'urbanisme, le propriétaire privé reste libre d'une part, d'organiser l'exploitation commerciale du bien culturel qui lui appartient et d'autre part, d'affecter ou non ses propres deniers à sa protection. Soulignons toutefois que les personnes privées n'ont pas forcément les moyens de soutenir les opérations coûteuses de maintien en bon état du patrimoine culturel qu'elles possèdent. Sont alors réduits à néant les effets incitatifs des dispositifs fiscaux dont elles sont susceptibles de bénéficier pour cet entretien, particulièrement pour la réalisation de travaux sur les monuments historiques et assimilés. Sont également à craindre les cessions successives de ces biens culturels patrimonialement trop lourds, circulation préjudiciable à leur entretien et leur intégrité. Au-delà de l'investissement des deniers personnels du propriétaire privé dans la sauvegarde des biens culturels qu'il détient, il s'agit alors de s'interroger sur l'effectivité des modes de financement privé extérieurs auxquels celui-ci peut recourir pour leur sauvegarde, à savoir le mécénat, le financement participatif ou crowdfunding et l'affichage générateur de recettes publicitaires. Ces dispositifs, quantitativement limités, ont été institués à partir des années 2000 face aux périls qui menacent ces biens naturellement rares et fragiles d'une part et au déclin des financements publics d'autre part. Non seulement ces procédés se veulent incitatifs à la fois pour le propriétaire et le financeur, mais en plus ils ont vocation à permettre la sauvegarde des biens d'un intérêt patrimonial certain, tout en évitant le détournement capitalistique de l'opération. Le financement privé de la culture fait effectivement l'objet de suspicions et de critiques. Il est souvent soupçonné d'impliquer des contreparties qui, à terme, entraîneraient un dévoiement des richesses de ce patrimoine. La valeur économique de ces dernières finirait finalement par l'emporter sur leur valeur artistique, identitaire et collective. Toutefois, le financement public a pu également être dénoncé. Depuis les années 2000, la dictature culturelle fait l'objet d'une contestation généralisée dans les pays de l'Union européenne. Incarnation du nationalisme, dénonciation du conformisme, contestation du clientélisme. Tous ces mots aboutissent à la suspicion des financements publics. Les aides publiques sont accusées d'entretenir les luttes culturelles ou d'alimenter le conservatisme politique et économique. Les choix de financement privé sont-ils plus neutres ?
L'analyse montre que la portée des garanties de l'intérêt patrimonial de l'opération susceptible d'être financée est bien relative. Ont toutefois été instituées des mesures rigoureuses pour assurer l'affectation des fonds. 2. 1. Les garanties relatives de l'intérêt patrimonial de l'opération. L'intérêt patrimonial du projet susceptible de bénéficier du financement privé doit être nuancé. Cela découle de la subjectivité des critères qui conditionnent son appréciation au regard des textes. A. Celle-ci est ainsi biaisée par des considérations financières limitant l'intérêt patrimonial de l'opération au caractère immobilier des biens concernés. B. A. La subjectivité des critères d'appréciation de l'intérêt patrimonial de l'opération. Il apparaît légitime que l'intérêt patrimonial du projet justifiant l'appel au financement privé s'apprécie au regard des critères de définition du patrimoine établis à l'article L1 du Code du patrimoine. Or ceci reste bien subjectif. 1. Il en va de même de l'intérêt du public, destinataire prioritaire de ce patrimoine, qui se matérialise toutefois à travers des exigences concrètes. 2. 1. La prise en considération des éléments subjectifs de définition du patrimoine prescrits à l'article L1 du Code du patrimoine. L'intérêt patrimonial du projet justifiant l'appel au financement privé s'apprécie logiquement au regard des considérations qui définissent les composantes mobilières et immobilières du patrimoine culturel au titre de l'article L1 du Code du patrimoine, principalement l'intérêt artistique et ou historique et ou esthétique. C'est ainsi l'intérêt public du point de vue de l'art et de l'histoire des immeubles privés classés monuments historiques, qui justifie que leur sauvegarde puisse bénéficier des recettes publicitaires afférentes à l'affichage. Pour les mêmes raisons, par ailleurs, pendant la durée de l'affichage, les considérations esthétiques de l'opération conduisent à l'encadrer au regard de plusieurs paramètres tels que la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement. De plus, l'affichage publicitaire reste interdit sur le monument lui-même, et la loi n'ouvre la possibilité d'un affichage que sur les bâches recouvrant les échafaudages. C'est aussi l'intérêt suffisant d'histoire ou d'art des immeubles privés, qui permet l'allocation des dons de mécénat pour leur préservation. Il en va ainsi pour les immeubles privés protégés au titre des monuments historiques, pour lesquels en outre, le financement privé des travaux dont ils sont l'objet est conditionné par des contraintes réglementaires, architecturales et techniques spécifiques. Ce sont également les intérêts artistiques, historiques et esthétiques qui sont pris en considération par le délégué départemental de la Fondation du patrimoine pour attribuer un label au patrimoine non protégé, ouvrant à ce dernier la possibilité de bénéficier pour sa conservation de dons de mécénat. Ces considérations liées à l'intérêt patrimonial pourront aussi irriguer la présentation des projets dans le cadre du crowdfunding. Toutefois, le champ d'application de ces opérations est plus ouvert que celui de l'affichage et du mécénat. Si elles défendent certaines valeurs, elles intègrent souvent une forte dimension affective, à charge pour le porteur du projet de motiver les financeurs potentiels à travers notamment des contreparties incitatives. Selon la nature de celle-ci, l'opération pourra alors être qualifiée de parrainage ou de mécénat. Quoi qu'il en soit, les critères d'appréciation de l'article L1 du Code du patrimoine appellent à la subjectivité sont difficilement saisissables et profondément évolutifs. L'esthétique implique une idée à la fois d'ordre, d'harmonie, d'équilibre, mais aussi de beauté faisant l'objet d'un consensus populaire. Par ailleurs, l'art est par essence collectif, puisque ni une œuvre ni un patrimoine n'existe sans reconnaissance et sans appropriation collective qui font de cette œuvre ou de ce patrimoine quelque chose qui va lier une société ou un groupe. Il s'ensuit que l'esthétique et l'art ont toujours affaire avec l'histoire et le public, puisque finalement, l'incorporation de biens dans le patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, implique que des personnes les considèrent par-delà le régime de propriété des biens comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux. En l'absence de critères objectifs de détermination, l'intérêt patrimonial de l'opération susceptible d'être financée est ainsi largement dépendant de choix politiques soit des autorités étatiques pour le classement et l'inscription au titre des monuments historiques,
soit de structures habilitées pour le patrimoine non protégé. Dans ce cadre, le choix est alors toujours orienté par des considérations financières. Le juge administratif demeure cependant attentif aux fondements de la conservation du patrimoine monumental, menant un contrôle de proportionnalité des mesures de classement et d'inscription entièrement motivées par l'intérêt de l'immeuble. Il ressort ainsi de la jurisprudence administrative, comme d'ailleurs de la jurisprudence européenne et constitutionnelle, que la préservation du patrimoine artistique et historique justifie des limitations du droit de propriété dès lors qu'elles sont proportionnées à ce but d'intérêt général. Celles-ci sont alors légalement susceptibles de conditionner le recours au dispositif de financement privé du patrimoine culturel. 2. Les modalités concrètes tenant à la prise en considération de l'intérêt du public. Les éléments du patrimoine culturel sont au cœur des revendications populaires ou publiques, d'une part et purement propriétaristes d'autre part. Ces biens, indépendamment de leur nature mobilière ou immobilière, font effectivement l'objet de droits concurrents. D'un côté, le droit de propriété de la personne privée qui les possède et de l'autre, des droits collectifs dont est titulaire le public. On retrouve ici la dimension sociale du droit de propriété qui, au regard de la jurisprudence constitutionnelle, fonde des limitations de son exercice afin de servir un but d'intérêt général tel la préservation du patrimoine historique et artistique ou l'accès à la culture. L'intérêt du public destinataire, à travers la protection du patrimoine culturel, est ainsi susceptible de justifier le conditionnement du recours au financement privé par des limitations des prérogatives du droit de propriété dès lors qu'elles sont proportionnées à l'objectif poursuivi. Par ailleurs, au titre d'un droit au patrimoine culturel, mentionné à l'article 1er de la Convention de Faro, le public bénéficie d'un droit de participer à la vie culturelle. Ce droit au patrimoine culturel fonde, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme et au regard notamment du droit au respect des biens garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence de l'État dans le droit de propriété. Celle-ci doit cependant être proportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Elle ne saurait priver le propriétaire de son droit. La réglementation de l'usage des biens qu'elle implique doit se limiter à la jouissance du droit au respect des biens. Or il ressort de la jurisprudence de la Cour que le devoir de protection du patrimoine culturel n'incombe pas seulement à l'État, mais s'impose aussi aux propriétaires de biens culturels. Il s'ensuit que si l'intérêt du public est d'appréciation subjective, il se manifeste alors par des contraintes matérielles concrètes pour le propriétaire tenant particulièrement au droit d'accès du public au patrimoine privé financé. L'autorisation d'affichage sur les bâches d'échafaudage de travaux portant sur des monuments historiques impose ainsi le respect, pendant sa durée, d'exigences telles la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec son utilisation par le public et en tenant compte des contraintes de sécurité. Par ailleurs, la délivrance du label de la Fondation du patrimoine au profit du patrimoine non protégé, ouvrant droit au financement privé, est conditionnée par la visibilité depuis la voie publique de l'essentiel des parties de l'immeuble les plus intéressantes au plan architectural, qui doivent pouvoir être appréciées à une distance raisonnable. Cette visibilité, appréciée au moment de la demande, doit être assurée pendant toute la durée du label, c'est-à-dire 5 ans. Par analogie, pour les immeubles protégés au titre des monuments historiques, seuls sont susceptibles d'être financés par les dons de mécénat, les travaux portant sur les parties de l'immeuble ouvertes au public ou visibles de la voie publique, si par exemple les travaux portent sur une façade. Le bénéfice de ces dons est par ailleurs particulièrement conditionné par l'accès du public au patrimoine culturel. Cette exigence encadre notamment l'appréciation de la destination de l'immeuble concerné par le projet. Celle-ci doit effectivement garantir l'esprit du mécénat, qui a vocation à favoriser les activités d'intérêt général. Il s'ensuit que, sauf pour ce qui concerne le financement de travaux d'accessibilité, c'est-à-dire destinés à améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap, en particulier celles à mobilité réduite, l'éligibilité des immeubles culturels au mécénat impose que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une exploitation commerciale de la part du propriétaire ou d'un tiers. Toutefois, afin qu'il n'y ait pas de contradiction avec la condition de l'ouverture de l'immeuble au public,
la visite payante du monument ne suffit pas pour considérer que l'immeuble fait l'objet d'une exploitation commerciale dès lors cependant que les droits d'entrée perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. De même, ne font pas obstacle au bénéfice du mécénat les recettes générées par les activités commerciales annexes à la visite du public, vente de denrées alimentaires, buvette ou restauration, location de salles, réception, manège, etc. Réalisées dans l'immeuble et ses dépendances si elles n'excèdent pas 60 000 € hors taxes par année civile. Rappelons enfin que, selon l'article L. 143-2-1 du Code du patrimoine, pour pouvoir bénéficier des dons de mécénat au profit de la réalisation de travaux sur son immeuble, le propriétaire privé doit préalablement s'engager par convention à conserver son bien et l'ouvrir au public pendant au moins 10 ans après les travaux. Au regard de la durée d'immobilisation prévue, afin que l'intérêt du public ne soit pas utilisé à des fins personnelles, cette condition évite que la plus-value dont l'immeuble a ainsi bénéficié ne puisse directement servir l'intérêt économique du propriétaire. B. La restriction de l'intérêt patrimonial de l'opération au projet immobilier. Sont souvent dénoncées la volatilité des œuvres d'art, l'opacité des circuits de commercialisation, les importants écarts de prix des objets dans le temps et dans l'espace. Il s'ensuit, compte tenu de la crainte du détournement capitalistique des dispositifs, de leurs coûts éventuels pour les finances publiques, en raison des avantages fiscaux qu'ils octroient aux financeurs, que les modes de financement privés extérieurs dédiés à la sauvegarde du patrimoine et ouverts aux propriétaires privés se concentrent sur la protection des immeubles. Il en est ainsi de l'affichage et des dons de mécénat. 1. La pratique révèle, alors qu'il pourrait en être autrement, qu'il en va de même pour le financement participatif. 2. 1. Les recettes d'affichage et les fonds de mécénat réservés par les textes aux immeubles privés. Même lorsqu'il s'agit du patrimoine culturel, composé par essence de biens de capitalisation, pour lesquels on aurait pu penser que la valeur s'en tenait à l'intérêt artistique et historique surplombant la distinction des biens, le droit favorise les immeubles par rapport aux meubles. L'immeuble, bien rare et précieux parce qu'il occupe une portion du territoire qui est une quantité finie, mais également parce qu'il assure l'établissement des activités de l'homme, présente une originalité qui le distingue de tous les autres biens. Ces qualités sont renforcées lorsqu'il fait partie du patrimoine culturel. À la rareté et la pérennité foncière qui le caractérisent, s'ajoutent alors les critères artistiques et historiques qui accroissent les exigences de sa conservation matérielle et de sa stabilité patrimoniale. L'immobilité ne définit pas seulement la nature du bien. Elle irrigue également le régime juridique de son existence matérielle et patrimoniale marqué par les impératifs du long terme et une certaine inertie. Les meubles en revanche, qu'ils aient vocation à être consommés ou capitalisés, paraissent voués à la circulation. Au-delà de la valeur économique et culturelle, la sécurité que représente l'ancrage foncier pour le contrôle de la propriété, de l'usage, de l'utilisation des fonds affectés, justifie ainsi que les recettes d'affichage et les dons de mécénat soient réservés par les textes pour financer les opérations de sauvegarde portant sur des immeubles culturels privés. En premier lieu, le recours aux recettes publicitaires générées par l'affichage est ainsi strictement circonscrit. Il n'est envisageable que pour le financement de travaux sur des immeubles classés ou inscrits, nécessitant la pose d'un échafaudage support des bâches d'affichage. En second lieu, s'agissant des fonds de mécénat, il ressort des dispositions du Code du patrimoine et du Code général des impôts qu'ils ne peuvent bénéficier qu'à certains immeubles, sous certaines conditions restrictives tenant à leur destination et aux propriétaires. L'éligibilité des dons à la réduction d'impôt du mécénat implique effectivement que ces immeubles ne fassent pas l'objet d'une exploitation commerciale. De plus, seuls sont éligibles au mécénat des travaux portant sur la totalité ou une partie d'immeubles d'un intérêt patrimonial certain, soit protégés au titre des monuments historiques, soit labellisés par la Fondation du patrimoine. Sont concernés les immeubles privés bâtis ou non bâtis, c'est-à-dire aussi bien les édifices que les parcs et les jardins, mais également les immeubles par destination, au sens de l'article 525 du Code civil dès lors qu'ils sont exposés au public. Pour les immeubles non protégés labellisés,
Sont principalement concernés les immeubles bâtis tels que les immeubles non habitables constituant le petit patrimoine de proximité, situés en zone rurale et urbaine, pigeonniers, lavoirs, fours à pain, moulins. Les immeubles habitables ou non habitables les plus caractéristiques du patrimoine rural, fermettes, granges, maisons de village, petits manoirs ruraux. Les immeubles habitables et non habitables situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP. Ces biens immobiliers non protégés doivent quoi qu'il en soit avoir au moins une façade principale visible de la voie publique, pour pouvoir bénéficier du label. 2. Le financement participatif. Opportunité pratique pour les immeubles privés. Le financement participatif est une formidable opportunité pour le soutien financier de l'entretien du patrimoine culturel privé. Son champ d'application est effectivement plus ouvert que celui de l'affichage et du mécénat. Pour autant, le droit n'a pas pris la peine de l'encadrer en ce sens. Le législateur s'est simplement préoccupé des risques d'un tel mécanisme pour le monopole bancaire, intervenant seulement sur ses fondements en conditionnant l'intervention de l'intermédiaire en financement participatif. Ainsi, au titre de l'article L548A1 du Code monétaire et financier, en l'absence de précision textuelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.